acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc c'est cette idée-là. Warren Buffett, j'ai dû la dire, celle-là. Paquet de fois. On la connaît tous. Vous la connaissez bien. Il y a effectivement des gens qui ont acheté au son du canon. Prenez l'exemple de 93 tout à l'heure. Il fallait voir loin quand même pour se dire ça va aller mieux. Hein. C'est beaucoup plus violent que ce qu'on avait maintenant. Absolument. Tous les gens qui ont fait ça, on va sortir de Paris, l'évolution des prix à Lyon, c'est juste incroyable. Si vous raisonnez en cycle, il faut investir. Si vous pensez que le monde va s'arrêter là, la photo qu'on a aujourd'hui, c'est la photo du monde pour les 20 ans qui viennent, il ne faut pas investir en immobilier. Mais je pense que c'est pas le cas. On voit bien, on vit que dans des cycles. Ça commence à bouger. Donc ce qu'on regarde dans le contexte, c'est qu'aujourd'hui un investisseur peut acheter et négocier en tenant compte d'un taux de 5, c'est-à-dire qu'il va faire de fortes négociations en disant à son vendeur, écoutez, moi j'ai un taux de 5, donc je suis obligé de négocier. Donc il va acheter à ce prix-là. Par contre, d'ici 2-3 ans, il va pouvoir renégocier son taux et le faire descendre. Son prix d'achat sera resté le même, il ne pourra pas remonter. Par contre, son taux va réussir à descendre. Entre le neuf et l'ancien, aujourd'hui, on est à 900 000 transactions attendues en 2023 sur l'ancien et environ 300 000 sur le neuf. Ce qui reste un marché très dynamique. C'est même sans doute le marché le plus dynamique en termes de profondeur et de liquidité. Très cher investisseur rentable, j'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter monsieur Jean-Luc Guittard, aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Qui est le directeur général de Consulteam. Alors, il nous détaillera un petit peu après qu'est-ce qui fait toutes ces activités. Consulteam a beaucoup d'activités, beaucoup de collaborateurs. Mais c'est surtout une personne qui a une vision très large, je peux dire ça, une vision très large et avec de la hauteur sur l'immobilier. Et donc on va essayer pendant ce petit moment de se pencher sur l'immobilier. Alors on va parler d'immobilier commercial, on va parler d'immobilier résidentiel, de SCPI, bref. Quelle est ta vision sur l'immobilier aujourd'hui et comment on va pouvoir avoir des coups d'avance pour que nos investisseurs puissent faire des bonnes affaires, des opportunités, puisqu'on est là pour ça. C'est l'idée. Alors on va démarrer par l'immobilier commercial et l'immobilier d'affaires. On va se concentrer sur Paris, ensuite on va élargir sur le reste de la France. Paris, on en a parlé dans une dernière vidéo, si tu l'as vu, avec Vincent Pavanello qui date d'il y a quelques mois. Ouais. L'immobilier d'affaires et certains commerciaux ont pris une belle claque à cause de la montée des taux. Ça a eu comme effet directement de faire baisser le prix de cet actif. Donc, en tant qu'investisseur, on se pose la question, quand il y a un actif qui baisse, est-ce que c'est le moment de l'acheter? Et si oui, qu'est-ce qu'on vise comme type d'actif? Alors, on peut partir de cette expression qui dit acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc, c'est cette idée-là. Warren Buffett, j'ai dû la dire, celle-là. On la connaît tous. Vous la connaissez bien. Je crois que ça reste une excellente idée. Aujourd'hui, effectivement, les marchés décalent principalement pour cette question de hausse des taux. Et deuxièmement, sans doute, parce qu'on commence à constater fortement une évolution des usages. En matière de commerce, par exemple, on trouvera, il y a quelques années de ça, M. Bezos avec Amazon nous avait dit vous n'avez plus besoin de magasins. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on s'aperçoit quand même que l'usage du magasin a changé. On est passé dans des showrooms, on est passé dans une approche de stockage, et plus du tout dans une approche où on allait passer du temps dans un magasin. On ne passe plus de temps dans un magasin, donc ça change évidemment la position de l'investisseur qui va attendre des loyers différents dans des zones qui vont se développer plus ou moins. Si je prends Paris, et tu parlais de Paris tout à l'heure, le Grand Paris, on va se trouver avec des moyens de transport qui vont évoluer assez fortement. Va redynamiser certaines zones, donc ça tout le monde est très heureux, c'est très bien, c'était le but, mais va aussi dédynamiser, je ne sais pas si le terme est exact, certaines zones. Puisqu'on ira vers ces nouvelles zones qui seront... Le commerce, c'est assez logique. Il faut que ce soit neuf, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit attirant. Tout investisseur qui ne fait pas les investissements pour rendre son commerce attrayant, autour de ces sujets de transport, il verra une petite décroissance de son activité, donc il a un peu moins de capacité à payer son loyer. Il ne faut pas oublier une chose, l'immobilier commercial, la valeur du fonds de commerce est intimement liée à la localisation du commerce. C'est une grande différence avec le bureau. Dans le bureau, je ne vais pas dire que vous pouvez mettre des bureaux n'importe où, c'est évidemment pas vrai, mais on est moins sensible. On va être plus sensible transport, mais le lien entre le fonds de commerce d'une entreprise comme... je vais prendre Total par exemple, qui est à la Défense, il serait ailleurs, ce serait exactement pareil. Okay. Voilà, ça ne touche pas le fonds de commerce. Dans le commerce, on voit bien que si vous êtes dans un endroit, je ne sais pas, quand on parle à Paris, de l'avenue Montaigne, bien évidemment, on est chez les grands couturiers. On a ce zoning très fort qui va impacter la valorisation de l'immobilier. Tu parlais d'une dynamisation de certains secteurs avec le Grand Paris et une dédynamisation, si on peut dire ça comme ça, d'autres secteurs. À quel secteur tu penses exactement? Je pense que partout où vont arriver ces nouvelles lignes de transport, d'accord, on a une valorisation des fonciers tout autour, et donc des projets. Les promoteurs, par exemple, quand des fonciers se valorisent, ils vont acheter ces fonciers et ils vont développer dessus des programmes de logement, de commerce, évidemment, et le cas échéant, de bureaux, même si, à mon avis, c'est moins à la mode. Donc, ce qu'on va générer là, c'est du transfert d'activité, puisqu'on va amener une population sur cette zone qui va donc consommer, et donc un commerçant, d'ailleurs c'est sa vocation, il va aller chercher la clientèle finalement et la zone de chalandise qui là va grossir naturellement par ses investissements publics. Okay. Donc il y en a, je ne peux pas toutes les citer évidemment parce qu'il y en a plein, mais si vous prenez la cartographie des lignes et les dates à peu près d'ouverture, c'est là où il y a une logique vraiment opportuniste.
de se dire, si arrive un nouveau moyen de transport, si j'ai connaissance des quelques projets qui sont évidemment publics, affichés, hop, je peux rentrer sur ce marché assez tôt. D'accord, excellent. Alors, je vais poser des questions qui sont très personnelles et c'est le but aussi de ces interviews, c'est que moi je me pose des questions aussi dans cet immobilier-là et donc au travers de ça, on va essayer d'en faire profiter les autres. J'ai envie d'acheter de l'immobilier d'affaires aujourd'hui à Paris, que ce soit pour mes bureaux ou faire de la location ou faire autre chose. J'ai envie de faire des bonnes affaires, forcément. Qu'est-ce que je vise? Est-ce qu'il y a des quartiers de prédilection? Est-ce qu'il y a certains types de bureaux, certains types de commerces qu'il faut viser puisque c'est ceux qui ont le plus d'avenir et ceux qui ont le plus décoté aujourd'hui? Quelle est ta vision là-dessus? Alors clairement, un sujet très à la mode, je vais dire, c'est tout ce qui est hébergement. Hébergement touristique. On a connu post-Covid une baisse assez forte du nombre d'hôtels dans Paris, puisqu'un certain nombre d'hôtels ont disparu pour des raisons économiques qu'on comprend tous. Sont restés grosso modo ceux qui étaient propriétaires de leurs murs et ont disparu ceux qui n'avaient que le fond. Puisqu'en fait, comme il n'y avait plus d'alimentation par de la clientèle, Covid et confinement, évidemment, leurs activités, enfin leur économie s'est plutôt effondrée. Donc le nombre d'hôtels a disparu et a diminué, et on a vu remonter ces fameux hébergements touristiques. Alors, on appelle ça Airbnb, Check My Guest, enfin vous avez une série d'opérateurs d'ailleurs qui sont en train de croître de façon très importante pour ramener dans Paris, d'accord, aux grandes dames parfois de la mairie, mais pour ramener dans Paris des hébergements. On reçoit des millions de touristes. Donc il faut bien les héberger. S'ils ne trouvent pas d'hébergement, ils iront ailleurs. Le tourisme, c'est 8% du PIB français. On a quand même 100 millions de touristes qui viennent chaque année. Donc cette activité-là, dans Paris, se développe beaucoup avec une première contrainte que met la mairie, mais il reste des opportunités. Aujourd'hui, on voit arriver des immeubles qui se transforment et qui deviennent... avec un niveau, par exemple, de finition, de qualité de service, qui fait qu'un touriste en France, il dépensait assez peu, puisque l'offre qu'on lui propose n'est pas très qualitative. Là, on est en train de remonter le côté qualitatif, particulièrement dans Paris. C'est très intéressant pour un investisseur, par exemple, trouver une surface qui permettrait de créer ce type d'opérateur, c'est-à-dire je suis propriétaire des murs et il est exploité par un spécialiste, et plutôt aujourd'hui quelque chose qui est en grand développement. Alors, Coupe du monde de rugby, JO, donc on a un pic, il faudra bien gérer la décroissance. On va parler des JO et justement de cette fameuse décroissance, ça c'est un sujet très intéressant. Toi qui es en contact avec beaucoup de politiques, sûrement avec la mairie de Paris aussi, la mairie est consciente qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de capacité pour accueillir ces touristes en termes d'hôtels, donc on a besoin de ces Airbnb, mais en même temps elle tape aussi sur les Airbnb, elle tape peut-être avec une conscience sans taper trop fort puisqu'elle le permet aussi. Quelle est sa vision et comment toi tu vois les choses par rapport à ça ? Alors, je ne vais pas me substituer à la mairie de Paris. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement un dilemme. J'ai besoin d'hébergement touristique et en même temps, je lutte contre le Airbnb, mais pour une autre raison, c'est que le Airbnb enlève des logements familiaux, des logements dans lesquels, en général, nous essayons d'habiter. Et donc, ce dilemme aujourd'hui, je pense que post-JO, il y aura sans doute une ou plusieurs mesures qui viendront un peu contre le Airbnb, enfin quand on dit le Airbnb d'ailleurs, ce typologie d'hébergement, parce que jusqu'au JO, c'est assez difficile de dire je ne veux pas recevoir et je ne veux pas héberger. On voit que les contrôles ont réduit, les contrôles de Airbnb ils ont réduit, donc Absolument. On a l'impression qu'il y a un peu plus de laxisme, on va dire un peu plus de permissibilité de la part de la mairie. On est dans le creux, je pense. Okay. Je pense que ça reviendra parce qu'on a une production de logements qui est ridicule. Si je prends Paris intramuros, c'est 500 logements par an, même moins d'ailleurs, je crois. Donc ça ne marche pas et partout en France, on a une baisse forte de la production de logements qui fait que partout la question se pose. On voit des choses dans les différentes choses dans la loi de finances. On voit qu'il y a une volonté de réduire et en même temps, on a un besoin fort. Si vous êtes sur la côte basque, évidemment, il faut pouvoir loger les touristes. Mais en même temps, les gens qui travaillent dans les activités touristiques, il faut aussi les loger. Et donc, eux, ils reculent de 40, 50, 60 km dans l'arrière-pays. C'est ça qu'il faut gérer. Cette difficulté-là, aujourd'hui, elle ne se gère pas que par des mesures fiscales. D'ailleurs, ce n'est pas fiscal. Donc, tu parlais de possibilités, d'opportunités dans le touristique, notamment à Paris. Le PLU va changer, fin d'année ou début d'année prochaine. On ne pourra plus modifier la destination d'un bien pour du touristique. Comment est-ce qu'on peut faire, du coup ? Alors, donnez une réponse. Dépêchez-vous. Il ne reste pas beaucoup de temps au moment où vous regardez cette vidéo. Il ne reste pas beaucoup de temps. Non, mais dépêchez-vous, évidemment. Mais faites très attention, justement. Il faut s'assurer que le changement de... Alors, soit il n'y a pas de changement de destination, très bien. Donc là, on peut être dans la reconversion d'immobilier commercial. D'accord. Soit il y a un changement de destination. Il ne faut surtout pas acheter si on n'a pas l'assurance complète que le changement de destination est possible. Et à partir du 1er janvier, ça sera plus possible, il me semble. Ça devrait plus être possible. Il reste quand même, il y a eu plusieurs éléments. Il y a une logique de pastillage des immeubles. Donc il y a des immeubles qui, lorsqu'ils seront modifiés, devront intégrer du logement social pour augmenter le nombre de logements. Voilà. Donc là, il faut se méfier de ça si ce n'est pas ce que vous souhaitez faire, bien sûr. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que ce sera quelque chose de très réduit.
Voilà, mais je pense que dans l'intervalle jusqu'au JO, c'est encore possible. D'accord. Moi, je pense qu'après les JO, il n'y aura plus du tout aucune dérogation. Officiellement, on ne pourra plus. Officieusement, il y aura encore quelques mois de battement en 2024. Il faut essayer, en tout cas. Ok, bah voilà, qui tente rien à rien. D'accord, excellent. Donc si je résume, tu m'as parlé de cette opportunité-là sur Paris, clairement, on manque de logement dans le touristique, même si la mairie tape dessus, bon, on a quand même des possibilités de faire encore du beurre là-dedans. Autre possibilité dans le commercial. Commerce, restaurant, commerce de proximité, quelles sont les tendances ? Idem, plus on a de touristes, plus ces activités sont rentables, donc plus le locataire, le preneur, a une capacité à payer son loyer. Donc être investisseur dans une activité où le preneur voit se développer son chiffre d'affaires et évidemment son bénéfice est toujours un bon choix. Donc tant qu'on reste avec ces flux touristiques forts, d'accord ? En fait, on a vu pendant le Covid, quand ça s'arrête, ce sont ces commerces qui souffrent. Mais ils souffrent et ensuite ils repartent très vite. C'est ça le vrai constat. On ne connaissait pas jusqu'au Covid, on n'avait pas cette expérience. Aujourd'hui, on s'est aperçu que un restaurant, il est fermé, donc il n'a plus de recettes, il n'a plus de revenus, il ne peut pas payer son loyer. Donc c'est assez complexe quand vous êtes à ce moment-là le bailleur. Mais si les périodes sont assez courtes, le recovery, comme on dit en anglais, est très bon et très rapide. C'est ce qu'on a vu à Paris. Donc tant qu'on reste dans cette dynamique positive, la restauration, tous les commerces de bouche, la France est quand même le pays de la gastronomie. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça. Donc ces commerces-là sont plutôt des bons investissements. L'emplacement, évidemment, est important, mais si on est dans Paris, mais pareil, si vous êtes sur un bord de mer, une station de montagne, vous avez des flux de touristes, des flux de consommateurs qui restent assez importants. C'est quand même ce qu'il faut mesurer. Tu parles beaucoup de cibler les flux de touristes parce que tu crois moins aux flux d'habitation, aux flux... Tu penses que c'est ça l'avenir du choix immobilier ? C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne crée plus assez de logements. Donc on ne fixe plus sur des territoires assez de population, qui donc du coup s'éloignent. C'est légitime d'ailleurs, elles s'éloignent des cœurs de ville. Donc s'installer dans des cœurs de ville avec des commerces pour une clientèle qui est en train de s'éloigner, je pense que c'est un mauvais choix. Enfin, elle peut revenir toujours, mais je veux dire, le premier choix n'est pas un bon choix. Or aujourd'hui, on ne construit plus, on l'a vu partout en France, c'est un effondrement de la construction de logements. Il n'y a pas de secret, c'est ce qui fixe les gens. Lorsque vous habitez en quelque part, si vous avez des enfants, vous avez une école, vous avez un accès à des services publics, vous avez un accès à des transports, c'est votre lieu de vie. D'accord ? Donc petits supermarchés, etc., tout ça se développe, on le constate. Si vous vous éloignez, d'abord vous êtes dépendant de tout ce qui est voiture, transport, donc vous allez un peu partout. Là où quand vous êtes fixé sur un quartier, vous allez globalement dans le quartier faire ce qu'on appelle faire ses courses. Et faire ses courses dans le quartier, c'est dépenser dans le quartier. Donc ça solidifie les revenus des commerces qui sont dans le quartier. Ça, c'est très important. Il faudra suivre tous ces quartiers qui vont... Moi, je pense que la baisse de la construction du logement, elle est momentanée. D'accord ? Quand ça va redémarrer, parce qu'il faudra bien que ça redémarre, il faut quand même loger les Français, ce jour-là, il y aura des quartiers à développement rapide. Là, il y a des opportunités à regarder. Là, on est dans le creux. Aujourd'hui, c'est assez difficile. Alors, il y a toujours du développement. Mais on pense qu'on va passer les 200 000 logements créés, là où on en attendait 400 000. Donc, c'est une division par deux. Ouais. C'est assez important. D'ailleurs, on voit augmenter les loyers. D'accord ? On le constate à peu près partout. Donc, tous les loyers montent vers les plafonds de loyer, ce qui rend l'immobilier résidentiel, ce qui le rend être un investissement qui recommence à devenir intéressant. C'est d'ailleurs assez surprenant parce le bureau était l'investissement le plus rentable, le commerce juste après, puis vous aviez l'immobilier résidentiel qui était un peu compliqué parce qu'il y a des locataires, c'est tous les jours. Quand vous louez un bureau ou quand vous louez un commerce, vous avez un seul interlocuteur. Vous parlez une fois, vous réglez tous vos problèmes. Quand vous avez un immeuble avec 4, 5, 6, 10 appartements, vous avez 10 interlocuteurs. On a peut-être encore un an et demi où l'immobilier résidentiel risque de baisser un petit peu et les loyers risquent de monter, où le rendement va se rééquilibrer et être plus intéressant que le bureau commercial. Okay. Offre-demande classique. Et dans le bureau, donc pour revenir au bureau, Paris intramuros, quels sont les quartiers qui ont le plus baissé ? Si tu devais faire une bonne affaire, dans le bureau à Paris, tu irais où ? Ce qu'on appelle le quartier central des affaires, hein, donc ces arrondissements 7, 8, 9, 2. Là où beaucoup d'entreprises qui avaient des bureaux assez grands en première couronne commencent à se recentrer. D'accord ? Plusieurs raisons à cela. La première, on est dans une zone de crise un peu économique. Donc quand vous faites un cost cutting ou quand vous surveillez beaucoup dans une entreprise, le premier, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, on voit que le chômage tient plutôt. Le deuxième, c'est souvent l'immobilier. Donc dans l'immobilier, vous allez chercher à réduire. D'accord ? Le pouvoir de négociation
des preneurs, donc du locataire, a fortement augmenté. Puisque si vous allez à la Défense, vous avez plus de panneaux à louer que de panneaux loués. Donc en fait, vous pouvez aller voir votre bailleur et lui dire moi je veux plus de surface, moins cher. Donc il y a toute une négociation qui s'engage. Ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'on constate, c'est qu'on revient bien quand même sur les moyens de transport. Pourquoi ? Parce que beaucoup de télétravail. Si je suis très accessible, je peux avoir des bureaux dans Paris. D'accord ? Parce que Paris est très bien desservi. Si je suis dans un endroit un peu moins bien desservi, ça devient un facteur d'arbitrage. C'est pour ça qu'on voit revenir beaucoup d'entreprises dans Paris. C'est ça le finalement, l'immobilier d'affaires a baissé, a décoté dans Paris, mais pas tant que ça, ou tu penses qu'il est en train de remonter ? Très peu, et même il va remonter. D'accord. Il y a une demande très forte, on voit arriver tous ces gens qui étaient en première couronne, voire deuxième couronne, pas tous, mais une bonne partie, se posent la question de se réinstaller dans Paris. Dans des locaux plus prestigieux, avec une belle adresse, beaucoup moins de mètres carrés. D'accord. Et si vous savez gérer la présence et l'absence d'ailleurs de vos équipes, le besoin en mètres carrés, il baisse en moyenne de 30%. C'est ce qu'on a constaté. C'est l'effet Covid. Celui-là, il est sans doute assez résilient, assez dur. Il y a des entreprises qu'on a vu qu'il y a eu 1,5 jours de télétravail en plus depuis le Covid. Il y a des entreprises qui se posent la question et qui pensent peut-être à revenir en arrière. On voit cette tendance. Tu la remarques aussi sur cette boîte ? Un petit peu quand c'est allé trop loin. Okay. Voilà. Je pense que beaucoup d'entreprises l'ont fait contraint et forcé dans le Covid. On s'est tous retrouvés quand même un lundi à dire à tout le monde on ne peut plus venir au bureau parce que c'est fermé. Voilà. À partir de là, on s'est posé plein de questions sur l'organisation, les flux. On a trouvé des bonnes idées et des mauvaises idées de fonctionnement, mais on a permis à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise de considérer, quand c'était possible, que leur activité pouvait se déporter chez eux. En fait, les mètres carrés de bureau, ils sont arrivés chez vous. D'où une demande d'ailleurs de logement qui a augmenté et qui s'est modifiée avec la fameuse pièce en plus. Beaucoup de gens se sont dit si j'avais une pièce où je peux bosser, je pourrais faire plus de télétravail. Donc on a cette déformation un peu sociétale finalement, elle est en cours et je ne crois pas qu'il y ait de marche arrière. On voit dans les entreprises d'aujourd'hui dire il n'y a plus de télétravail, ça n'existe pas. Dire j'aménage le télétravail pour des raisons de production, de productivité, ça redevient une discussion. Mais c'est en aucun cas, avant c'était prescrit. On avait plein d'entreprises qui disaient « moi je suis contre le télétravail ». Et c'était une conviction forte des dirigeants ou du dirigeant dans certaines entreprises. Et puis la bascule s'est faite par la force finalement, et aujourd'hui le cliquet est engagé. Donc on aura nécessairement un besoin de bureaux qui sera moindre. On parle de 5 millions de mètres carrés en trop en Ile-de-France, d'accord ? Et une recherche de locaux plus confortables, plus accessibles, et dans lequel on aura une relation avec les salariés qui n'est plus tout à fait la même. C'est assez fort, je pense, comme changement. D'accord. Donc il faut viser plutôt dans Paris, parce que tu m'as dit qu'il y a des entreprises qui cherchent à revenir dans Paris. Ah oui. Ok. Beaucoup d'entreprises cherchent à revenir dans Paris. Petite surface. Alors là encore, même problème, c'est-à-dire si on veut remettre du logement dans Paris, c'est difficile d'y remettre du bureau. Vous avez vu la tendance. Il y a beaucoup de bureaux dans des bâtiments haussmanniens. L'haussmannien n'a jamais été fait, on le sait, pour mettre des bureaux. C'était fait pour loger les gens. Donc on a beaucoup d'immeubles qui seraient retransformables assez facilement, mais ça ne se fait pas puisqu'il y a une demande forte. D'accord. Alors je te remercie, là on a parlé du bureau, on a parlé du commercial. Dans le reste de la France, si on est encore concerné par le commercial et l'affaire, est-ce que c'est les mêmes tendances que Paris ou est-ce que c'est différent ? Est-ce qu'on doit viser ces petits commerces de proximité ? Tu me parlais avant l'interview de votre switch après Covid. Très intéressant cette partie opportuniste. Tu peux l'expliquer ? Bien sûr, bien sûr. On avait imaginé avant Covid de créer une société de gestion et puis une SCPI avec une thèse d'investissement qui était qu'on travaillait en fait encore, qui était autour d'un mélange commerce, bureau, enfin on voulait quelque chose de diversifié. C'était notre volonté. Et puis on s'est retrouvé comme tout le monde Covid, donc confiné, et vous savez, sont apparus ces fameux commerces ou activités essentielles. Et donc là, notre thèse d'investissement s'est modifiée, et on s'est dit qu'on allait acheter tout ce qui n'avait pas fermé pendant le Covid. Voilà, donc on s'est retrouvé, il y a des bureaux, notamment avec un certain nombre de services publics, vous avez des crèches, vous avez des maisons médicales, enfin il y a un ensemble d'activités. On a des petites supérettes de bio. Voilà, on a plein de choses qui se sont finalement qui sont restées ouvertes, sur lesquelles il y a un locataire. On avait quand même les mêmes besoins. Pendant le Covid, on allait quand même faire nos courses, etc., etc. Et donc on a constitué avec ça une SCPI. Alors c'est des tout petits actifs. D'accord ? Donc il faut en acheter beaucoup, c'est plus compliqué quand on achète un gros actif. Ouais. Mais on trouve d'abord, on a une diversité de nos locataires, c'est assez intéressant sur le plan du risque. On trouve des actifs parfois assez intéressants, puisque évidemment, les grands brokers nationaux ne vont pas sur ce type d'actifs. C'est trop petit, leur intervention coûte trop cher au regard du prix de l'actif. Donc là, nous, on a maintenant une trentaine, même une quarantaine d'actifs dans la SCPI. On continue
sur cette philosophie. Donc le Covid nous a permis, finalement, après nous avoir, comme tout le monde, un peu sidéré, mais nous a permis d'aller chercher une thèse d'investissement qui aujourd'hui fonctionne bien. On distribue un taux qui est proche de 6. Vous visez quelle ville, pardon? Des villes particulières, des grandes villes ou même des petites? Partout, grandes villes. On vérifie juste que le locataire est confortable avec sa zone de chalandise. Récemment, on a fait l'acquisition d'un local dans lequel il y a un mur de VARAP et toute l'activité qui va autour de la VARAP. Bon, c'était très important de discuter avec l'exploitant, qui nous a expliqué pourquoi il pensait que ça allait se développer, quelle était sa clientèle plutôt jeune, dynamique, qui vient chercher autre chose que purement la notion d'escalade. Ils viennent bien sûr chercher cette notion-là. Très intéressant. Après, c'est un actif qui est facile à reconvertir. Une activité de VARAP, il faut fixer quelques pièces sur les murs, si je puis dire. Mais demain, si vous voulez faire autre chose, voilà. Donc nous, pour nos investisseurs, finalement, on considère que la réversibilité de l'actif est un élément important. D'accord. Bien sûr, si demain, il n'y a plus d'activité de VARAP, qu'est-ce qu'on peut faire? Et deuxièmement, la dynamique de développement est bonne. C'est vraiment 2 critères très importants qui ne sont pas des critères immobiliers. Intéressant. Intéressant, ok. Donc petit commerce, vous avez visé, pour expliquer un peu ce que fait ton groupe Consulteam en une minute, vous avez des SCPI, vous faites du crowdfunding? Oui, on fait du crowdfunding immobilier, beaucoup avec les marchands de biens. Donc là, c'est une activité d'investissement avec des rendements élevés, mais des risques qui le sont aussi. Donc on est, nous, très centrés sur marchands de biens et sur des zones très denses. Donc ce qui, évidemment, est limitant des risques. On a un OPCI qui est un véhicule fiscalement transparent. On met dedans que de l'immobilier géré. D'accord ? C'est-à-dire en immobilier où vous êtes investisseur dans un actif et ensuite c'est un exploitant. Donc en fait c'est un investissement immobilier assez sympa puisqu'on n'a rien à faire. C'est l'exploitant qui s'occupe de tout. On récupère son loyer. Évidemment, régulièrement, c'est la tâche sans doute la plus importante. Ensuite, ça, c'est dans des véhicules collectifs. Et puis, on a de fameuses SCPI dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, à côté, on vend de l'immobilier direct. Donc là, on vend des chambres d'EHPAD, des chambres de résidence senior, des chambres d'étudiants et des chambres de résidence touristique. C'est ce qu'on appelle l'immobilier géré. C'est du bail commercial. C'est le fameux régime LMNP, LMP, que tout le monde connaît, avec une bonne dynamique de développement, puisque les 2 sous-jacents, seniors, on en aura 3 millions de plus à la fin de la décennie. Étudiants, on parle d'une pénurie de 4 à 500 000 hébergements pour les étudiants. C'est à peu près le chiffre qui tourne entre les associations d'étudiants et puis les réflexions plus officielles. Donc on a une dynamique démographique, donc la construction de ces actifs-là, leur vente à la découpe est plutôt intéressante, notamment depuis que les institutionnels sont partis. C'est-à-dire que nous, on avait un espèce de concurrent naturel, c'était l'institutionnel. Quand il avait trop de sous et qu'il voulait investir dans autre chose que des obligations qui ne rapportaient rien, il investissait en face de nous, contre nous. Enfin, on était concurrents. Aujourd'hui, on ne les voit plus du tout. C'est totalement terminé, ils ont disparu puisqu'ils achètent des obligations. Eh oui. Voilà. Ils achètent peut-être même des actions. La vraie conclusion là-dedans, c'est que personne n'habite dans une obligation, ni même dans une action d'ailleurs. Hein. Il faut quand même habiter dans l'immobilier. Donc là, on a une grosse évolution du marché où les taux de rentabilité remontent, évidemment, puisqu'on fait nous pression sur les promoteurs, comme ils ont moins d'acheteurs, ils sont plus enclins, évidemment, à être plus sympathiques avec l'acheteur. D'accord. Bonne perspective, tu penses, les résidences seniors et résidences étudiantes? Oui, parce que démographique. Au-delà même du bâti, de tout ça, c'est démographique. On aura 3 millions de personnes seniors en plus en 2030. Voilà, ils vont libérer leur logement. On rentre... Vous savez, la problématique des étiquettes énergétiques, dont vous avez déjà parlé et qu'on connaît bien, elle va quand même pousser un certain nombre de gens à dire « moi je ne vais pas réinvestir dans mon logement ». C'est des gens qui ont des logements plutôt grands, plutôt anciens, c'est normal, puisqu'ils sont eux-mêmes un peu anciens. Et donc à partir de là, on voit bien la dérive naturelle qui est de dire « je ne vais pas réinvestir là, je vais aller m'installer ailleurs ». Et ces résidences, je prends l'exemple des résidences seniors, elles sont plutôt installées dans des zones où il y a une activité, des transports, des commerces. Je reviens à ce que je disais. Et donc on va dans des villes, on redynamise la ville, donc on a assez facilement, les élus délivrent assez facilement les permis de construire, et donc ces résidences s'installent dans cette proximité, donc les petits commerces du coin travaillent. Dès qu'il y a des transports, il faut que les gens puissent se déplacer. On est dans une nouvelle dynamique, dans cet immobilier un peu serviciel. C'est-à-dire, j'achète plus qu'un appartement ou qu'une maison, j'achète autre chose, j'achète le service qui va avec, la collectivité, ça permet de lutter contre une forme de solitude qu'on connaît bien chez les personnes âgées. Puis on a vu dans les EHPAD que le séjour en EHPAD s'est beaucoup réduit, heureusement. Et donc on voit fortement augmenter cette zone intermédiaire qui va de 75 à 85 ans. C'est théorique, mais c'est ça. Okay. Donc on est assis sur des dynamiques, chercher les dynamiques démographiques, en immobilier en tout cas, c'est pas se tromper. Bien sûr, parfait. On va parler maintenant de l'immobilier résidentiel. Alors, l'immobilier résidentiel, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer en 10-15 minutes peut-être de faire un état des lieux et d'expliquer ta vision sur 2024.
En 2023, on a un marché du résidentiel qui a été résilient, qui a baissé moins que ce que les acteurs l'imaginaient, pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'on a déjà données sur la chaîne. On a une demande énorme de logements, on a une tension locative qui est extrêmement forte, beaucoup moins d'offres et beaucoup plus de demandes. Comment on attend cet immobilier résidentiel pour 2024-2025, sachant qu'on a des taux de crédit immobilier qui vont continuer à monter jusqu'à a priori fin 2024, peut-être si la BCE calme d'ici là. On ne le sait pas, mais a priori c'est ce que les personnes, les gens disent. Donc si on a des taux de crédit immobilier qui continuent à monter ou en tout cas à stagner, comment va se comporter l'immobilier résidentiel? Et si on a envie de faire des bonnes affaires dans le résidentiel, vers quoi on se dirige? Alors, deux choses. Pour moi, 2024, c'est 2023 en un peu plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun paramètre qui change. On n'aura pas plus de crédit. Enfin, on nous explique que les règles vont être légèrement modifiées. Donc il y a deux mots, il y a légèrement et modifié. Donc on va retenir légèrement. Donc je pense que ça ne changera rien. Il y a une mauvaise dynamique, c'est-à-dire qu'on voit la relation vendeur-acheteur n'est pas revenue, n'est pas à l'équilibre aujourd'hui. Il y a beaucoup de vendeurs qui pensent que ça vaut tant. Et il y a beaucoup d'acheteurs qui considèrent qu'ils peuvent le payer moins cher. À partir de là, cet espace-là. Dans le marché d'avant, on avait une croissance du prix quasi systématique. C'était quand même pas très compliqué de faire de l'immobilier. Les taux étaient très bas. Les prix montaient tout le temps, il fallait vraiment insister pour se tromper, quoi. Voilà. Là, tout a changé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je crois que ce que tu fais, enfin ce qu'on fait ensemble aujourd'hui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer sur un marché immobilier si on n'a pas compris, si on n'a pas écouté, si on n'a pas communiqué. C'est devenu beaucoup plus compliqué, mais c'est très intéressant parce que c'est là qu'on va trouver les fameuses opportunités. Donc les opportunités, elles sont où? À mon sens, elles sont tout d'abord dans les fameuses étiquettes un peu élevées. D'accord? Si on accepte de faire des travaux, voilà, je crois qu'il y a quelque chose à trouver. Alors c'est une négociation. Donc comme toute négociation, elle se passe ou pas, elle se termine bien ou pas. Ça c'est la vie, mais il faut y aller comme ça parce que vous avez des gens qui ne veulent pas rentrer dans la dynamique des travaux, ne veulent pas rentrer dans la dynamique de recherche des aides, ne veulent pas. C'est quand même, enfin quand c'est présenté aujourd'hui par notre administration centrale parfaite, ça fait un peu peur quand même. Parce qu'en plus, on vous dit, vous êtes étiquette G. Mais en fait, on n'est pas complètement sûr qu'à la sortie, vous allez gagner toutes les étiquettes promises. Donc en fait, prendre ce risque-là, faut vouloir le faire. Moi, je pense que quand on a entre 25 et 35 ans, qu'on est investisseur, on est à l'aise avec ça. On est plus à l'aise avec le risque que quand vous avez, et c'est pas critique ce que je vais dire, mais 65 ans, où vous dites, oulala, je rentre dans des travaux pour je sais pas combien de temps, je suis pas sûr de ce que ça va donner, je vais peut-être plutôt le vendre. Donc là, il y a un bout de marché qui est en train de s'ajuster, ça va être un petit peu long, il faut que ces vendeurs finissent par se dire « Ah oui, c'est quand même compliqué ». Mais vous avez une forte pression sur le marché des entreprises de bâtiments dans la rénovation aujourd'hui. C'est difficile de trouver une entreprise de rénovation, autant dans la construction neuve, tranquille, mais autant dans la rénovation. Donc là, cette pression fait un peu monter les prix. Donc quand vous êtes vendeur à ce moment-là, vous dites je ne vais pas en plus rajouter. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faut vraiment surveiller. Voilà. En tant qu'investisseur, il faut être... Si on a décidé d'investir, évidemment, il faut être totalement à l'affût de ce qui se passe dans la zone qu'on a sélectionnée. Et puis il y a des arguments à la négociation, aujourd'hui ça ne manque pas. Pour faire descendre un vendeur, si lui n'entend pas, il y a d'autres vendeurs qui entendront. Absolument. Le deuxième phénomène, c'est tous ces vendeurs qui ont vendu, et puis en fait ils n'ont pas vendu. Parce qu'au moment d'obtenir son crédit, l'acheteur s'est vu refuser son crédit. Alors ça, on en parle, tout le monde en parle, j'ai pas vraiment de chiffres, enfin j'ai un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, qui est de dire qu'on est bientôt autour de 15 à 17% des transactions qui connaissent ce phénomène. Donc, il faut bien prendre en considération le fait que vous êtes vendeur, vous avez vendu, donc vous avez fait tous les papiers, tout va bien. Et puis, on vous dit, non, en fait non. Une fois, compliqué. Mais deux fois, le futur... On est tous passés par là psychologiquement en tant que vendeur. Le futur acheteur, ça devient vraiment le sauveur, quoi. Ouais. Et donc là, vous lui dites, on va tout bien faire. Et le prix, on va le faire bien aussi. Et, etc., etc. Et donc, on rentre... Il ne faut pas oublier que ça met du temps. Il y a grosso modo un peu plus d'un an que les taux ont vraiment monté, même pas tout à fait un an qu'ils ont vraiment monté. Les restrictions de crédit sont vraiment maintenant en place. On a vu une baisse de 50% de la production, mais c'est la production mesurée cet été. Donc ça, il n'y a pas longtemps quand même. Donc là, on est en plein dedans. Donc là, il y a des gars qui vont voir le vendeur et qui lui disent, non, je ne peux pas l'acheter. Voilà. Et donc le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé. S'il est vraiment obligé de vendre, c'est le deuxième paramètre, il baisse son prix. S'il n'est pas obligé de vendre, vous avez une partie des vendeurs qui disent « Ah ben non, je ne vends pas parce que je n'avais pas besoin de vendre ». C'est un peu ça qui s'est passé depuis un an. Hein. Mobilité professionnelle. Plus de 300 000 par an en France. Pas facile de rester où vous êtes si vous êtes muté ou transféré, je ne sais pas où. Okay. Ça, c'est 300 000 dans le secteur privé. C'est 200 000, 250 000 même dans le secteur public. Quand on est fonctionnaire, on change beaucoup plus souvent de poste pour plein de raisons, on ne va pas expliquer ici. Donc ça fait près de 500 000 mutations professionnelles chaque année. Alors tout le monde ne vend pas, tout le monde, etc. bien sûr. Mais ça compte quand même beaucoup. Donc vous avez un espèce de marché sous-jacent, un peu off-market,
Mais c'est de repérer les gens qui disent, moi c'est bon, hein, moi il faut absolument que je vende mon bien, donc je suis prêt à négocier. Alors on pourrait dire, ah ouais mais c'est pas sympa, mais bon c'est un marché, c'est la vie, aujourd'hui ça baisse, demain ça montera, bon voilà. Troisième phénomène, négocier un crédit aujourd'hui, quand on arrive à l'avoir, c'est cher. Évidemment quand on fait le calcul, on se dit je vais avoir du mal. Alors si on se projette un tout petit peu, le jour où les taux rebaissent, on renégociera, puisqu'aujourd'hui on est finalement avec des taux qui sont des taux fixes à la hausse, mais finalement variables à la baisse. Dès que la BCE, quand ça arrivera, baissera ses taux, vous pourrez aller voir un courtier et dire, bah là je paye du 5, bonjour, je voudrais payer du 3. Et assez rapidement, il y aura un courtier ou une banque qui dira, bah c'est pas mal, je vais me débrouiller pour vous faire payer du 3. Le jour où on revient là-dedans, en fait le calcul économique, si vous avez fait un calcul sur 20 ans avec 5, c'est un peu douloureux. Mais si vous avez fait un calcul sur 5 ans avec 5 et sur 15 ans avec 3, je fais cette hypothèse, c'est pas la même chose quand vous êtes investisseur, c'est-à-dire pas la même chose quand vous êtes propriétaire occupant. Mais quand vous êtes investisseur, c'est un vrai bon calcul. Parce que j'explique aux investisseurs, c'est que dans le marché actuel où ils trouvent des vendeurs qui sont pressés de vendre, et ils peuvent en trouver, on en a discuté, il y a d'autres cas, il y a des cas de succession, des cas de départ à la retraite, etc. Une personne qui est pressée de vendre avec ces arguments-là, vous allez lui faire baisser le prix en tenant compte d'un taux à 5%, sauf que ce taux, vous allez peut-être le garder 2 ans ou 3 ans, et le jour où les taux vont redescendre, votre prix d'acquisition négocié en prenant compte d'un taux de crédit à 5, vous l'aurez eu, ça ne bougera plus. Votre taux à 5, par contre, il pourra toujours redescendre à 3 ou à 3,5 plus tard. Exactement. Donc il faut se projeter sur le long terme et pas hésiter à faire des offres et être patient. Aujourd'hui, il faut faire des offres et être patient, parce que si ce n'est pas un vendeur, il y en aura un autre qui sera peut-être plus pressé. Exactement. Il faut être un tout petit peu désintéressé. Quand on fait son calcul, faut être un tout petit peu maximaliste sur son calcul, donc maximiser son gain, et à partir de là, être quelqu'un de désintéressé. Et accepter donc que le bien que vous visiez, finalement, vous ne l'avez pas. Et en fait, je pense que ce n'est pas grave. On est dans un marché qui est très mobile, il se passe beaucoup de choses, donc des biens, il y en aura d'autres. Si vous êtes en période de chasse, de recherche, vous êtes très, très, très motivé pour tout ça. Si vous êtes juste en train de dire, bon, je verrai si je trouve la meilleure affaire du monde et si on me téléphone pour me dire, etc., bon, ça, c'est pas certain. Il faut... Ce qui a changé, mais c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que tu expliques le plus souvent dans tout ce que tu fais, c'est de dire, il faut aller chercher. Un investisseur, c'est quelqu'un qui comprend une situation, qui s'investit dedans, au sens intellectuel du terme, qui regarde, je parlais tout à l'heure des transports, je parlais tout à l'heure des commerces, je sais qu'il y a un projet de développement d'une résidence senior à tel endroit, donc ça va générer quelque chose autour. Ça c'est un investisseur. Et donc il faut y mettre un peu de temps, c'est comme ça, de l'énergie. Et je pense qu'à partir de là, les dossiers, il y en a plein. Il y a quand même encore, on attend 900 et quelques mille ventes dans l'ancien et un peu moins de 300 000 dans le neuf. Donc il se passe des choses quand même. On n'est pas non plus. On lit beaucoup parce que parfois il y a une petite exagération, journalistique. On lit que c'est fini, que tout s'est effondré, etc. Bon. Le marché change, voilà, je pense que c'est ça la vraie conclusion. On va finir par une question et une ouverture, une belle perspective, on va dire, pour les investisseurs. Moi, j'ai démarré sur Internet, c'était en 2016 à peu près, 2016-2017, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2013 à peu près, 2014. Quand j'ai commencé à investir à ce moment-là, je bossais en gestion de patrimoine en 2012. Et donc quand je parlais d'immobilier à des personnes, on me disait « Oh, mais l'immobilier est trop haut, ça va descendre, c'est pas le bon moment ». 2015-2016, « Oh non, c'est encore trop haut, ça va descendre ». 2021-22, ou non, les taux remontent, le marché va descendre. Donc soit le marché monte, soit le marché descend. Bref, pour beaucoup d'investisseurs qui sont dans l'attente de ce moment parfait, le moment où les taux seront bas, le marché sera bas et tout, ça n'existe pas. Soit tu as un marché d'affaires où tu trouves des affaires mais c'est plus compliqué d'avoir du crédit, soit un marché de crédit, ce qu'on a eu les dernières années, mais c'est très compliqué d'avoir les deux. Pour rassurer ces investisseurs qui aujourd'hui ne voient que négativement aussi par la faute des médias, mais les taux sont trop, c'est compliqué d'avoir un crédit. Pour les relativiser, je leur dis, on est parmi les taux les plus bas du monde encore, et parmi les conditions d'accès de crédit les meilleures du monde par rapport à tous les autres pays. Si on devait se projeter sur 20 ans, 25 ans, toi qui as une vision très large et qui fait de l'immobilier depuis de nombreuses années, même un investisseur qui achèterait aujourd'hui à un taux de 4 ou 5%, qui a négocié un bien avec 20 ou 30% de décote, parce que des PE, parce que quelqu'un qui était pressé, etc. Sur 20 ans, dans un marché où on manque de logements, on n'en construit pas assez, on a une démographie qui est saine, comment on peut rassurer un investisseur qui a envie de se lancer mais qui regarde trop court terme? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu l'as dit fort justement. Moi, ça fait assez longtemps que je suis ça. J'ai vécu la première crise de 93 dans l'immobilier. Moi, je l'ai vu. J'étais tout. Tu étais déjà là à Paris sur ce marché? J'étais à Paris, mais j'ai travaillé dans un autre métier de financement. Mais je l'ai vu arriver par ce qu'on appelle le monde des aménageurs. Donc, c'est des gros opérateurs publics qui portent les fameux fonciers.
Voilà, ils portaient beaucoup de foncier, ils en portaient beaucoup trop d'ailleurs, et donc ils se sont cassés la figure à l'époque. C'est ce qui a enclenché cette crise, qui ensuite a fait tomber des promoteurs, etc. Donc on a vu les prix baisser, les taux monter, enfin on a connu à peu près la même chose. Donc ça a duré 5 ans, vraiment, dans le dur. Puis après, il y a eu une petite lumière, une fleur qui repousse, etc. Et donc le marché est reparti. Donc 5 ans, c'est pas très long d'abord. C'est ça que je voulais dire à l'échelle d'une vie. Deuxième chose, on a vu beaucoup monter les taux. Donc l'OAT, aujourd'hui, elle est à 3,50, je vais pas regarder aujourd'hui, 3,50. Mais elle vient de, on va dire, même si elle venait de 0,50, elle a pris 300 points de base. Dans des SCPI, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui ont des actifs anciens, ça a fait baisser la valeur, d'accord, d'au moins 30%. Donc aujourd'hui, le même actif, pour avoir un taux de rendement qui corresponde au taux sans risque, plus le risque de l'immobilier, il faut baisser sa valeur de 30 points. C'est énorme, c'est inédit, c'est pour ça qu'on voit certaines SCPI baisser leur valeur de part. Elles ont raison de le faire, parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais donc, quand les taux vont rebaisser, ce qui est l'espoir qu'on doit avoir, parce qu'on doit raisonner par cycle, bah, c'est l'effet exactement inverse. C'est mathématique, pratiquement. Donc ça va remonter. Donc si vous achetez un actif aujourd'hui, il aura pris beaucoup de valeur. Voilà. Donc si vous vous dites ça, vous devez investir, au sens où vous devez prendre le temps. Je le disais tout à l'heure et je répète, il ne faut pas investir non plus sans regarder. Mais quand on regarde bien, on a une bonne décote. Si on trouve un bon locataire, je me mets vraiment dans la position de l'investisseur, bah, dans 5 ans, vous aurez renégocié votre taux. Vous aurez sans doute augmenté votre loyer. Je rappelle que dans le résidentiel, il est indexé sur l'inflation. D'accord ? Ou un proxy de l'inflation. Enfin, ça marche bien. Bon, c'est pas très risqué. Une obligation, elle n'est pas indexée sur l'inflation. Une action, elle peut l'être si l'entreprise qui est sous l'action est elle-même capable d'augmenter ses prix par rapport. Donc il y a quand même une facilité, je vais le dire comme ça, dans la mécanique une fois que vous êtes bien investi en immobilier. Alors la question, mais c'est ce que tu dis et ce que tu répètes, c'est il faut bien investir. Donc il faut aller chercher des décotes, des bons locataires, et puis si vous n'y arrivez pas, vous attendez un peu, et puis vous relancez, etc. Et je pense que la période s'y prête, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. En ce moment, l'incertitude est un facteur de baisse des prix. Tiens, un autre exemple qui pourrait être très parlant pour eux. Tu as connu la pire crise immobilière. Si on regarde depuis les 100 dernières années, c'était la pire, de 91 à 97, c'était la pire surtout sur le marché parisien. Tu as connu des personnes qui avaient un très gros patrimoine immobilier ou des fonds qui se sont cassés la figure, qui ont remonté, ou des personnes qui ont beaucoup acheté ou ont démarré pendant cette période, ont beaucoup acheté dans cette période et aujourd'hui ont des fortunes immobilières. Sans donner de nom, mais est-ce que tu as des exemples précis Alors, sur ceux qui ont perdu beaucoup d'argent, je vous le dis, c'est les opérateurs publics qui portaient des fonciers, qui les portaient très cher avec beaucoup de dettes. Donc ça, évidemment, dans un marché qui s'est mis à baisser. Les promoteurs ont beaucoup souffert, parce qu'il y avait des promoteurs qui avaient engrangé ces terrains, donc ils ont eu les mêmes problèmes que les aménageurs, un petit peu dilués parce qu'ils en avaient moins, mais c'était le même phénomène. Ensuite, sur les acheteurs, il y a effectivement des gens qui ont acheté au son du canon. À l'époque, je prenais l'exemple de 93 tout à l'heure, il fallait voir loin quand même pour se dire ça va aller mieux. Faut être vraiment honnête. C'est beaucoup plus violent que ce qu'on avait maintenant. Absolument. Tous les gens qui ont fait ça ont, alors je dis tous, j'ai pas la liste bien sûr, mais aujourd'hui une partie des fortunes immobilières, des actifs qui sont ressortis ensuite dans les années 2000, après les années 2010, sont des actifs qui ont pris beaucoup de valeur. Enfin, regardez l'évolution, on va sortir de Paris, l'évolution des prix, je regardais l'autre jour à Lyon, c'est juste incroyable. Donc le prix à Lyon a monté dans des proportions. Donc si vous avez acheté à Lyon un actif, vous avez une plus-value, et vous avez eu pendant X années des loyers qui sont eux-mêmes indexés. Donc qui grosso modo ont suivi à peu près le coût de ce qui est en face, toutes les charges que vous allez devoir payer en gérant un actif immobilier. Bon, voilà, je pense que si vous raisonnez en cycle, il faut investir. Si vous pensez que le monde va s'arrêter là, la photo qu'on a aujourd'hui, c'est la photo du monde pour les 20 ans qui viennent, il ne faut pas investir en immobilier. Mais je pense que ce n'est pas le cas. On voit bien, on vit que dans des cycles. Ça commence à bouger. Alors il y a des phénomènes ou des événements dont on se passerait volontiers, mais tout ça, ça fait bouger ce monde-là. Et dans la volatilité, dans le mouvement, il y a de la valeur. Parfait. C'est bien de finir une note positive comme ça. Excellent. Jean-Luc, je te remercie pour toutes les informations que tu nous as données. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris beaucoup de choses. Alors, tu nous diras en commentaire, 1, ce que tu as pensé de cette vidéo. 2, si tu as des questions pour Jean-Luc, son activité ou même le marché immobilier, ce serait peut-être l'occasion de te faire intervenir dans 6 mois et se dire est-ce que ce qu'on a prévu, ce dont on a discuté, c'est le cas ou est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités qui émergent. Si tu as d'autres acteurs, d'autres personnes que tu aimerais voir, d'autres sujets que tu aimerais qu'on discute sur cette chaîne, tu me le dis. L'actu est là pour interviewer des personnes qui sont influentes dans le domaine de l'immobilier, que ce soit dans l'immobilier, dans les politiques, etc. Et des personnes qui font notre monde immobilier de demain. Voilà. Jean-Luc, je te remercie d'être venu, de toutes ces informations. Je te souhaite une très bonne journée. Et les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!